Que ce micro fonctionne. Ah, alors bonjour à tous. Il y a qu'on est très heureux de participer à cette belle matinée avec mes collègues conseillers régionaux que je salue, mes collègues de cette équipe VAR. Cette équipe VAR à Marseille, car je dois le dire, les 17 élus de notre majorité sont très solidaires et nous travaillons chacun sur des missions différentes et complémentaires et je tiens à les saluer. Saluer mon ami Christian Simon, expert ô combien renommé dans le domaine de l'agriculture, François de Canson qui travaille à la région sur les risques, et Dieu sait si ce sujet est important à un moment crucial de notre réchauffement climatique, et François de Canson qui travaille aussi avec moi sur les crêtes, vous les avez évoquées, j'en reparlerai tout à l'heure. Notre ami Robert Beneventi, rapporteur spécial du budget de la région, qui cette année doit construire un budget pour 2018 en constatant d'abord en premier lieu un désengagement de l'État de 34,3 millions, c'est-à-dire ce qui était prévu dans le cadre du FCE, qui pourrait être un petit peu compensé par l'augmentation de la part de TVA que nous allons toucher, qui va rapporter environ 7 millions, mais qui est d'un autre côté totalement annulé par une baisse des prélèvements sur les taxes professionnelles aussi de 7 millions. Donc, il va gérer ces moins 34,3 millions, 330 millions sur les 4 dernières années. Et avec cela, il réussit le coup de force de passer le budget d'investissement en dépenses de 550 à 627 millions d'euros. Bravo Robert, parce que là, ça a un trait de génie là derrière, avec une augmentation des recettes d'investissement qui passe de 95 à 195 millions d'euros. C'est pour cela d'ailleurs, mes chers amis, que la région, qui était classée avant-dernière en France pour sa gestion, est aujourd'hui montrée comme la région la plus efficace en termes de gestion des deniers publics. C'est le résultat des 2 années de travail que nous avons mené ardemment derrière Christian Estrosi et Renaud Muselier. Aujourd'hui, le président Muselier, qui nous a demandé de le représenter, nos amis vice-présidents, que j'excuse aussi, Yannick Chenevard, chargé de la formation, chargé aujourd'hui de l'emploi, et Philippe, je reviens sur ce que tu viens de dire dans le domaine de la défense. Nous venons de voter, vendredi dernier, une délibération qui crée un partenariat entre la région et la FMES dans le cadre de la formation et de la reconversion des militaires vers le secteur privé. C'est quelque chose d'essentiel dans notre département et Yannick l'a bien compris puisqu'il a mis en place ce partenariat. C'est aujourd'hui aussi les partenariats que nous avons avec la défense qui recherche dans certaines filières des personnes. Je citerai la mécatronique. La mécatronique, c'est aujourd'hui 50 élèves qui sont formés par an à Sisson. C'est une capacité d'accueil de 80. Et les demandes de la marine, c'est 250 mécatroniciens dans les prochaines années. C'est un sujet sur lequel, là encore, nous nous plongeons aussi. Donc ce que tu as évoqué, je crois bien que nous le prenons en considération au niveau des compétences de la région et nous en sommes très heureux. La région aujourd'hui, comme le dit Renaud Muselier, il faut d'abord lui donner du sens à l'action qui est la nôtre. Ce sens repose sur d'abord un constat, c'est que le législateur a placé les régions au cœur des institutions en lui confiant d'importantes compétences. C'est la loi NOTRe, mais c'est aussi d'autres lois en marge qui ont amené à nous donner la gestion des fonds européens, la stratégie économique, la politique de l'emploi, la politique culturelle, le développement de l'agriculture, la gestion des transports régionaux, entre autres. C'est aussi pour nous une vision que nous voulons avoir. Cette vision, c'est la vision de notre région à 20 ans, mais qui s'appuie sur des résultats immédiats à 3 ans. Et sachez qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans de mandat,
nous avons engagé 80% de notre programme et que nous comptons arriver à ces 100% au bout de 3 ans. Cela est réalisé au service de tous et dans tous les domaines. Et vous avez aujourd'hui à mes côtés Hélène Rigal qui intervient dans le domaine du social et du numérique, et on l'a vu tout à l'heure dans la très belle présentation de Laetitia Kinissi. C'est aussi notre ami Jean Bassi, qui est totalement impliqué sur la ruralité, sur l'équilibre des territoires, et là encore, la région se veut d'être au rendez-vous. Tout simplement parce que cette région, elle veut une action comprise par nos concitoyens, une région identifiée pour ses missions, engagée sur des projets concrets et à l'écoute des territoires comme des habitants. Cette région, et j'insiste là-dessus parce que Monsieur le Président Muselier nous le répète sans cesse, elle ne veut plus être considérée comme un tir-orchestre, mais comme un partenaire fidèle, efficace et sérieux. Et c'est en cela que notre engagement est total. Elle veut être aussi une collectivité de proximité, d'écoute et de rayonnement. Cette écoute et ce rayonnement, c'est l'exigence sur laquelle nous appuyons notre méthode. Méthode qui, elle, repose aussi sur un fil rouge, le fil rouge européen et le fil rouge du développement durable. Le fil rouge européen est essentiel. Et aujourd'hui, j'ai rappelé tout à l'heure le contexte financier dans lequel nous avançons. Si nous voulons vraiment nous engager à avoir tous les résultats, c'est vers l'Europe qu'il faut que nous nous tournions. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est tout simplement le 13e mois de la région. C'est aujourd'hui 500 millions d'euros pour l'année 2016 que nous avons obtenus. C'est pour cette année 2017, 250 millions d'euros. C'est en 5 ans, plus de 2 milliards d'euros, soit une année de budget que l'Europe aura engagé dans notre région. L'Europe, c'est le bon niveau pour capter les fonds européens et répondre aux projets initiés par l'Union européenne. Toutefois, ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est le manque d'autonomie qui est laissé aux régions pour l'obtention et la gestion de ces fonds. Et donc, Renaud Muselier demande au gouvernement, et mes amis parlementaires, je vous demande de rapporter tout cela, demande au gouvernement de permettre aux régions de négocier elles-mêmes les enveloppes de fonds européens pour la prochaine programmation. Ça fera nous éviter de perdre beaucoup de temps avec ce relais de l'État qui parfois amène à des conséquences effroyables. On l'a vu avec le FEADER et les retards de versement aux agriculteurs. Certains ont mis en péril leur exploitation et je crois que ce deal direct entre l'Europe et la région permettrait d'éviter ce genre de soucis. C'est aussi le développement durable. Nous voulons tout simplement être une vitrine de l'accord sur le climat et une référence bio en Europe. Et c'est pour cela, mes chers amis, que nous consacrons 20% du budget dans le développement durable, dans l'économie verte, et nous comptons aller jusqu'à 33% du budget dans ce domaine-là. Ça se traduit d'ailleurs au niveau des crêtes, où les projets qui ont trait à ce développement durable et cette économie verte sont retenus et financés. La région, c'est aussi la culture. Nous avons eu des arbitrages il y a 2 jours maintenant. C'est encore pour 2018, 58 millions d'euros qui seront consacrés à la culture. C'est aussi un souci majeur de conservation de notre patrimoine historique, sur lequel nous insistons beaucoup. C'est 30 millions que nous avons décidé d'y consacrer, parce que ce patrimoine historique fait là aussi l'image positive de notre département et contribue à son attractivité touristique. Le développement durable, mes chers amis, et cette protection de la biodiversité et de l'énergie durable passe par un soutien majeur à l'agriculture et aussi bien sûr à l'irrigation, sujet
qui aujourd'hui est au centre de toutes nos réflexions, de notre engagement. Nous sommes dans le domaine de l'eau une des régions aujourd'hui les mieux préparées au réchauffement climatique, mais nous sommes aussi, nous le savons, la région la plus sensible. Cela est au centre de nos réflexions. Pour ma part, vous savez quel est mon investissement en ma qualité de président de la Société du Canal de Provence et en tant que président de l'Agora, qui est l'Assemblée pour une gouvernance opérationnelle de la ressource en eau et des aquifères. Aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'irrigation, d'abord 20 millions d'euros européens que nous avons récupérés, qui ont permis cette année d'être investis dans le domaine agricole. C'est un programme prévisionnel d'investissement de 180 millions d'euros sur 5 ans auquel nous allons contribuer. Et en ce qui concerne le Var, mes chers amis, c'est un programme de 270 millions pour les 10 prochaines années à venir qui permettront l'irrigation de 20 000 hectares dans notre département. Nous sommes aujourd'hui en discussion avec tous pour trouver le meilleur tour de table financier. Et j'insiste auprès de notre ami Alain Bassinon, je ne sais pas s'il est toujours là, Alain, de la qualité aujourd'hui des avancées, des réflexions que nous avons avec la Chambre d'agriculture et avec l'interprofession pour trouver les meilleurs compromis pour que chacun puisse à son niveau participer à ce qui est aujourd'hui, qui n'est plus une notion stratégique comme elle était jusqu'à maintenant, mais qui devient tout simplement vitale dans notre département. Et aujourd'hui, nous arrivons, je vous le dis, c'est un secret pour personne, à un deal sur une participation à 30% de la SCP, à 30% des collectivités et 30% de la profession, pour aller plus en avant au projet d'irrigation agricole. En ce qui concerne les crêtes et les frattes, nous sommes aujourd'hui à la fin de la mise en place des crêtes, puisque les 2 derniers vont être validés dans les prochains jours. Sud-Sainte-Baume le 6 novembre et le Cœur du Var le 8 novembre. Cœur du Var qui va rejoindre le Crête, Saint-Tropez, Porte des Morts et Vallée du Gapot. En ce qui concerne le Crête, mes chers amis, pour les 3 prochaines années, vous connaissez le dispositif destiné aux EPCI, avec une clause pour un programme de 3 ans, avec une clause de revoyure au niveau de 18 mois, pour que les projets qui ne sont pas engagés à 18 mois ne restent pas au fond d'un tiroir, mais où la mobilisation financière permette de financer d'autres projets. C'est 340 millions qui ont été actés au niveau de la région. Alors quand vous faites une petite opération, 340 millions, ça fait 60 € en moyenne par habitant. Pour le Var, c'est 72,3 millions que nous avons obtenus. Là encore, faites une petite opération. C'est 70 € par habitant, c'est-à-dire plus que la moyenne régionale. Et c'est, je crois, de l'argent qui va être utilisé pour l'aménagement du territoire, mais aussi pour le développement économique et pour l'emploi. Et pour, bien sûr, cet équilibre territorial qui nous est très cher. Et en marge de cela, le dispositif FRAT, dont on parlait avec mon collègue d'à côté, c'est 3 millions d'euros qui ont été en 2017 distribués aux communes pour des opérations dans lesquelles, là encore, la région se veut un bon partenaire. Au niveau des lycées, mes chers amis, c'est 3 projets dans le Var que nous essayons de faire avancer le mieux possible. Et là encore, monsieur le préfet, nous avons besoin de votre total soutien. C'est le lycée du Centre-Var qui sera couplé avec un collège. Et cette notion de cité, de formation pour nos jeunes est quelque chose à laquelle nous tenons énormément. C'est aujourd'hui des études de programmation prévues en 2018 et des études de conception en 2019. C'est le même agenda en ce qui concerne le lycée du Golf Hotel à Hyères, qui va être totalement reconstruit. Et en plus, l'inondabilité de sa proximité du Gapot en fait un sujet encore plus urgent. C'est aussi, et on insiste là-dessus, sur ce lycée du pays de Fayence, qui, je le sais, dans le milieu rectoral,
aujourd'hui laisse dubitatif, en particulier le recteur, et sur lequel nous insistons beaucoup, parce qu'en termes aujourd'hui d'aménagement du territoire, on ne peut pas laisser ces jeunes du pays de faïence passer 3 heures par jour dans les transports pour pouvoir disposer d'un enseignement de lycée de qualité. Et donc là-dessus, sachez, monsieur le préfet, que tous les élus parlementaires, conseillers départementaux, maires et conseillers régionaux sont totalement mobilisés sur ces 3 projets. C'est aujourd'hui le sujet des déchets. Nous ne l'avons pas encore abordé, mais il est dans l'esprit de tous. Sur les déchets, mes chers amis, je serai très bref. Il faut qu'on se montre simplement intelligent et responsable. Et je crois que tous, dans cette salle, sont marqués par ces 2 valeurs. Nous allons l'exprimer, monsieur le préfet, le mieux possible dans les semaines à venir pour que ce soit les meilleures solutions, à la fois pour l'environnement et pour les finances de nos collectivités qui soient retenues. Je le répète, intelligence et responsabilité, ça doit rester dans l'esprit de tous. Voilà, mes chers amis, moi ce que je voulais vous dire, et vous savez que mes collègues peuvent répondre aussi à toutes les questions que vous pouvez poser. Nous essayons, nous les élus régionaux du département du Var, d'être les plus proches de vous, et nous essayons de pouvoir nous être à votre écoute, comme le réclame le président Muselier, le mieux possible. C'est aujourd'hui notre engagement, nous en sommes fiers. C'est la réalisation du pacte que nous avons eu avec les électeurs en décembre 2015 qui s'exprime de cette manière. Merci de votre attention. Merci à tous. Merci, monsieur le président Giraud, président du conseil départemental du Var. La parole. Merci, monsieur le président. Il est vrai que de parler après la région, c'est pas si simple que ça, puisque vous avez compris que sans la région, nous ne pourrions pas exister. Mais il y a longtemps qu'on le sait. Moi, je voudrais d'abord dire à monsieur le préfet tout le plaisir que j'ai d'être à ses côtés. Dire, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, que nous sommes ravis que vous soyez à cette assemblée, mais je pense que le président l'a dit avant moi. Je voudrais aussi et surtout remercier tous les maires du Var, puisqu'aujourd'hui c'est votre assemblée. Je l'ai vécu pendant 20 ans, donc je sais de quoi il en est, mais malgré tout, je suis très heureux d'être parmi vous. Je voudrais aussi remercier, si vous me le permettez, monsieur le préfet, dire combien, d'abord remercier tous les directeurs des services préfectoraux et leur dire combien nous sommes heureux de travailler avec eux, parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a une coordination, il y a un rapport franc et direct avec vos services, et sachez que nous apprécions. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire les 2, le président bien sûr, des maires du département, mon ami Jean-Pierre Véran, lui dire combien il est toujours important de venir à tes réunions, dans la mesure où c'est très structuré, c'est parfois un peu long, mais c'est pas pour ça que je suis arrivé à 11 h, je vous le dis tout de suite, mais je suis habitué avec notre ami Jean-Pierre. Et puis, toute l'amitié pour mon ami Christian Simon, vous savez que nos sorts nous sont liés, et je te remercie de ton accueil. Je voudrais simplement vous rappeler combien les temps sont difficiles, mais je pense que ce que je vais vous dire dans mon petit propos ne fera que relater tout ce que vous vivez au quotidien. Alors, malgré tout, je voudrais juste revenir 2 petites secondes. Il n'y voyait aucune malice dans les compétences du département. Le département, c'est avant tout ses compétences sur le quotidien des territoires. La solidarité, un mot qu'on entend souvent, mais en fait, je tiens à préciser que la solidarité, pour le département du Var, c'est 630 millions
voire même 700 millions certaines années. Voilà ce que c'est la solidarité dans le Var. Les infrastructures routières, les gestions des espaces naturels, les collèges, les appuis bien sûr aux projets éducatifs, à l'aide aux communes, et j'y reviendrai, et de plus en plus, et je remercie mon ami Christian Simon d'avoir pris ma relève, à l'ingénierie de proximité, notamment avec la SPL. Mais mon début de propos va être plutôt pessimiste. Jamais, je dis bien jamais, les départements n'ont autant craint pour leur équilibre financier. Je dis bien pour leur équilibre financier, je ne dis pas pour leur devenir. Le devenir, et je vous rassure les uns et les autres, des départements n'est pas remis en cause. Il y a la commune et les départements. Ce sont les deux collectivités de proximité que tout le monde a besoin. Là, il faut le dire, parce que j'entends ici, là, oui, peut-être que ça fait, et moi, ça fait 20 ans que je suis conseiller général et puis départemental, ça fait 20 ans que j'entends que le conseil départemental va disparaître. Écoutez, s'il dure encore 20 ans, il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ne seront pas là pour le voir. Moi, je voudrais vous dire, pessimisme, vous savez pourquoi? Parce que nous avons eu 3 années consécutives de baisse de la DGF. Alors, excusez-moi, monsieur le député, je n'étais pas là lorsque vous avez pris la parole. Vous nous avez fait, a priori, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il n'y aurait pas de baisse de DGF pour cette année. Oui, si nous arrivons à limiter les dépenses de fonctionnement de 1,2%, ce qui est impossible. D'ailleurs, de vous à moi, monsieur le député, ou mesdames et messieurs les députés, il faudrait d'abord vous l'appliquer à vous-même, en l'occurrence à l'État. Aujourd'hui, il y en a ras-le-bol d'entendre dire « oui, ce sont les collectivités qui font le trou ». Non, les collectivités, vous, mesdames et messieurs les maires, les départements, les régions, on ne peut pas proposer un budget avec un déficit. Parce qu'autrement, monsieur le préfet, eh bien, il serait à notre place. N'est-ce pas? Par contre, l'État, systématiquement, cette année, je précise, c'est 180 millions, hein, 1 milliard, pardon, excusez-moi. 180 milliards. Donc, moi, je dirais qu'un peu d'humilité s'irait bien aux uns et aux autres. Ensuite, je voudrais quand même rappeler que le RSA, vous vous rappelez, à l'euro près, eh bien le RSA a coûté au département 1 milliard d'euros depuis 10 ans. Parce que l'euro près, on n'a jamais eu. Hein. Et je suis très à l'aise, puisque le premier qui n'a pas tenu ses engagements de gouvernement était un de mes gouvernements. Ensuite, sujet ô combien délicat, monsieur le préfet, vous le savez, on en parle assez souvent, c'est le problème des mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés, lorsque je suis arrivé à la présidence, il y a 2 ans et demi, c'était environ 120 gosses. Alors quand je dis gosses, je suis gentil, parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Mais enfin, on va dire que ce sont des mineurs. 120. Aujourd'hui, c'est 360. Et écoute, aux Varoises et aux Varois, 1,2 million par mois, c'est-à-dire 14 millions. Est-ce que vous pensez qu'il est normal que ce soit le département qui supporte cette dépense? Moi, vous avez déjà ma réponse, vous l'avez compris. Ensuite, et c'est un constat que nous faisons les uns les autres, eh bien, on est loin de la sécurisation et de l'autonomie des finances locales. Sujet que vous connaissez aussi bien que nous. Pourtant, nous continuons. En 3 ans,
c'est 66 millions de baisse de DGF. Et pour la solidarité entre départements, avec la péréquation sur les droits de mutation, c'est 100 millions, vous entendez bien, 100 millions qui nous ont été, j'allais dire un mot, je ne le dirai pas, qui nous ont été ponctionnés, on va dire. 100 millions. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ces 100 millions, on pourrait faire des choses dans le département du Var, puisque ce sont, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'argent des contribuables varoises et varois. Donc, mon cheval de bataille, je l'ai fait encore l'autre jour à Marseille, c'était d'expliquer aux uns et aux autres que peut-être que cet argent-là, qui remonte dans les sphères parisiennes, pourrait revenir aussi une partie, au moins sur la région PACA. Tu vois, Philippe, que je suis très large d'esprit, au moins sur la région PACA, où on le mettrait en caisse de dépôt. Et lorsqu'on aurait des problèmes comme nous avons rencontrés cet été par rapport aux incendies, ou que nous risquons de rencontrer pour les inondations, eh bien, que cet argent-là serve aux Varoises et aux Varois et à la région PACA. Eh bien, pour l'instant, bien entendu, je n'ai pas de réponse. Comme je suis quelqu'un de très optimiste, j'espère qu'un jour, peut-être, j'aurai une réponse. Et puis, je voudrais revenir à l'aide aux communes. Vous savez que lorsque je suis arrivé à la présidence du département, c'était d'ailleurs dans une de vos réunions, je vous ai expliqué que le département n'abonderait maintenant en subvention que sur des projets structurants. C'est le cas. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Vous le savez, les uns et les autres, je crois que je suis arrivé en 2 ans à recevoir tous les maires au moins une fois. Il y en a qui prennent plus de tickets, c'est moins 3 ou 4 fois. Mais enfin, bon, au moins une fois. Eh bien, vous avez joué le jeu. Je pense que le département a tenu ses engagements. Et ces 30 millions que nous avons mis, bien entendu, pour l'aide aux communes en 2015, en 2016, en 2017, et je peux vous le dire d'ores et déjà, qu'en 2018, ça sera encore 30 millions qui seront affectés aux communes et à l'aide aux communes. Car tout à l'heure, j'écoutais le représentant des BTP qui nous expliquait les difficultés qu'il a. S'il n'y avait pas l'aide aux communes, si les communes et les collectivités territoriales n'étaient pas là pour créer des marchés, pour faire un marché, cette économie qui nous est tellement indispensable, eh bien aujourd'hui, il y aurait à peu près, c'est ce que disait tout à l'heure mon collègue Beneventi, ça serait 30% de la commande publique pour le privé et le reste ne pourrait pas être mis en place. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est la politique du département. C'est une politique qui se veut à la fois dynamique, responsable et surtout et avant tout très à cheval sur les deniers publics. Cette année, vous l'avez vu, puisque ça a été relaté sur les journaux, nous avons quand même baissé la dette de 8 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable pour un département. Alors, maintenant, je vais reprendre un peu mon sourire que vous connaissez et qui est bien entendu celui qui me sied le mieux, pour vous dire les projets. Bien, les projets, dans ce contexte difficile, eh bien, c'est surtout et avant tout grâce à mes collaborateurs, grâce aux agents du département, nous avons une gestion saine, sérieuse, et aujourd'hui, nous pouvons encore investir. Ça sera pour l'année prochaine 2 nouveaux collèges, Saint-Raphaël, La Seine. Ça sera un gymnase à Lalonde. Ça sera la construction de la maison de l'espace naturel du plan de la Garde, juste à côté. Et j'espère, monsieur le préfet, que vous nous ferez le plaisir de venir l'inaugurer, parce que c'est entre le Pradet et la Garde, vraiment, là, un poumon vert de notre département. Et puis, le pôle social à Draguignan, que nous allons inaugurer, la création d'une maison départementale de l'habitat, où nous avons signé ensemble d'ailleurs
la convention parce que nous estimons tous les deux qu'un guichet unique, c'est beaucoup plus intéressant que d'envoyer les gens à droite ou à gauche. Puis bien sûr, et nous y tenons beaucoup, et surtout le président Falco de Toulon-Provence-Méditerranée, qui demain sera en métropole, c'est le lancement des équipements départementaux sur le projet à Chalucé. Chalucé où il y aura une médiathèque qui gardera ce côté patrimoine que tu parlais tout à l'heure, Philippe, puisque ça sera dans l'ancienne chapelle de Chalucé, mais aussi un bâtiment à l'ancienne gendarmerie de la rue Allègre, monsieur le colonel, où nous allons mettre, bien entendu, un ITS à Toulon. Voilà ce que c'est. Et puis, tout à l'heure, la vice-présidente l'a très bien expliqué, le haut débit, là aussi, avec la région, nous sommes des partenaires fidèles pour les communes. Et puis, je dirais simplement que j'ai la chance d'être un président d'un territoire uni. Alors tout à l'heure, j'entendais encore une fois, et les urbains, et les ruraux. C'est fini ça, c'est fini. Arrêtons. Je l'ai vécu pendant 20 ans. Ça suffit. Le Var, c'est un. Le Var est uni. La preuve, regardez, vous êtes des maires ruraux et des maires urbains. Nous allons déjeuner tout à l'heure ensemble. Le Var est un. Et je vous demanderai simplement de faire passer ce message à la population, à vos habitants, à vos concitoyens, à ceux qui font le Var. Le Var est en train d'avoir toute sa place dans la région, grâce au monde rural et au monde urbain. Vous avez remarqué, quand je suis arrivé, je le sais, ah, lui c'est le maire de Carcarane, c'est un urbain, il viendra jamais dans le Haut-Var et le Moyen-Var. Eh bien, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que je ne viens pas, parce que je suis plus souvent dans le Haut-Var et dans le Moyen-Var que sur la côte. Mais je le fais avec plaisir. Encore hier, j'étais au Muy, avant-hier à Brignoles. Tout ça pour vous expliquer que je reste, comme j'ai dit, je serai et je suis le président de tous les Varoises et de tous les et de tous les Varois. Et surtout, parce que j'y tiens beaucoup, je suis le président des maires, non pas à la place de Jean-Pierre Véran, mais en tant que président du département du Var, je suis à vos côtés. Et j'ai toujours dit, et je dirai toujours, que le maire chez lui, c'est lui et lui seul qui doit donner la directive, la direction des investissements. Ce n'est ni le département, je parle un peu pour la région, ni la région. C'est à vous, mesdames et messieurs les maires, de nous dire ce que vous avez besoin, et nous sommes là uniquement pour vous aider. Merci. Non, merci des dépôts. Si je peux rajouter une petite chose. D'abord, m'excuser platement devant mon ami Vincent Maurice, conseiller régional et maire de Sainte-Maxime, que je n'ai pas cité, parce que je ne le voyais pas derrière Gérard Fabre, et grand Gérard, hein, et lui dire qu'on est très heureux de l'avoir avec nous et qu'il excelle dans tous les domaines aujourd'hui du tourisme, et lui dire aussi que nous allons bientôt venir chez lui et vous serez tous invités pour l'inauguration de la portion terminale d'Erdon-Saint-Cassien et la prolongation surtout Gonfaron-Sainte-Maxime. Deuxièmement, simplement, vous avez évoqué tout à l'heure l'agence de l'eau et les diminutions drastiques de 30% de crédit de l'agence de l'eau. C'est une catastrophe et c'est à mon sens totalement incohérent par rapport au discours sur le développement durable et les propos tout simplement du ministre Nicolas Hulot. Et vous dire qu'au niveau de l'Agora, nous avons fait une motion que lorsqu'elle sera totalement définitive, je diffuserai au maire du Var et bien sûr à tous les parlementaires pour qu'ils portent notre parole. Aujourd'hui, d'abord, ces propositions remettent en cause le principe pollueur-payeur
et le modèle de gestion de l'eau qui a fait la renommée de la France. Deuxièmement, cela aura des conséquences majeures au moment où les collectivités locales se voient confier une nouvelle compétence GEMAPI transférée, tu l'as évoqué, et qu'on rappelle les engagements pris dans les accords de Paris et l'importance de maintenir des moyens pour les politiques de l'eau afin d'être en capacité à relever les défis du changement climatique. Donc mes chers collègues parlementaires, engagez-vous là-dedans, c'est vital pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est vital pour le Var et pour nos territoires. Merci. Je voulais remercier le président Giraud qui vous a fait passer des messages forts et qui sont des messages très vrais, parce que je pense que les collègues maires, je l'avais dit avant qu'ils n'arrivent, au niveau des collectivités, les maires sont contents des attributions qui sont données par le conseil départemental. Et pour reprendre les maires ruraux et les maires urbains, vous avez bien écouté ma conclusion où je disais qu'il y avait les maires ruraux, il y avait les maires urbains, mais il y avait les maires avant tout, mon cher président et ami, et que nous travaillons tous dans la même voie et la même direction. Et j'ai cité aussi un collège, un partenariat public-privé de Carcès, puisque c'est privé dans les opérations rurales, qui a été inauguré le 7 octobre dernier, grâce à la volonté du président. Et c'est une opération qui est remarquable dans le secteur du canton de Brignoles, ancien canton de Cotignac. Alors merci, Président, pour ces propos et nous continuerons dans cette voie à soutenir les actions, bien sûr, que porte le département. Monsieur le Préfet, il vous appartient de conclure cette belle assemblée. Nous avons tenu les délais, le Président le dit, c'est bon, n'est-ce pas? Après, nous remettrons... Après vous, monsieur le préfet, on ne prend pas la parole, mais il y aura quand même une clôture officielle de l'Assemblée par la remise des Mariannes du civisme par le président des anciens maires, Jean-François Massuet, et moi-même, mais ça se fera hors Assemblée. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous salue tous sans énumérer de nouveau vos titres et qualités, d'autant plus qu'on s'est serré la main tout à l'heure. Je dispose d'un dossier considérable avec des chiffres, des graphiques sur plusieurs années. J'en ai pris connaissance naturellement. Je vais essayer de m'en abstraire quelque peu. Quitte à lasser, j'en reviens un peu sur les questions financières. Et le président du conseil départemental m'en excusera, uniquement sur les questions relatives aux communes. Je n'oublie pas qu'elles ont été tout à l'heure abordées avec à la fois objectivité, technicité et verve par plusieurs des orateurs précédents. Néanmoins, il ne me paraît pas complètement inutile de revenir sur deux des tirets principaux, la DGF et la taxe d'habitation. La DGF, elle baissait, elle baisse plus. Comprenons-nous, elle ne baisse plus. C'est la dotation globale telle qu'elle est en train d'être votée par le Parlement qui ne va pas baisser. Au sein même de la DGF figurent, vous le savez, des dotations de solidarité particulières destinées soit au monde urbain, soit au monde rural. Celles-ci, sous réserve de l'appréciation souveraine des deux assemblées, sont appelées à être réévaluées. Par suite, dans une enveloppe constante, il est possible que les dotations individuelles que vous recevrez soient en variation minime par rapport à ce que vous avez reçu l'an passé, mais en tout cas sans commune mesure avec la baisse en trois étapes que la DGF avait jusqu'à présent connue. Deuxième point de plus grande importance, me semble-t-il, la taxe d'habitation. Il n'y a pas de suppression de la taxe d'habitation. Il n'y a pas de suppression de la taxe d'habitation et il n'y a pas de suppression de la taxe d'habitation avant au moins 3 ans. Et à cette échéance de 3 ans, la question reste ouverte, reste en débat. Il y a un accroissement massif, progressif et partiel des dégrèvements. C'est pourquoi la question qui a été posée à plusieurs reprises, mais que je crois maintenant à peu près résolue, de savoir comment c'est compensé, si vous le permettez, et que ne croyez pas que je sois péremptoire sur le sujet, n'a pas de sens. Un dégrèvement, automatiquement, il est compensé.
Il est compensé en l'espèce par les avances sur produits fiscaux données par le... Enfin, données. Produits par la direction départementale des finances publiques. La question des compensations, elle pourra se poser ultérieurement, au moment où, dans 3 ans, c'est-à-dire 2018, 2019, 2020, il est prévu, il est envisagé, ça figure entre autres dans la lettre du Premier ministre que je vous ai fait tenir il y a 48 heures, de remplacer la taxe d'habitation par autre chose. C'est là où la question se pose de l'évolution de vos ressources à cet égard. Dans 3 ans, la question, effectivement, se posera. La taxe d'habitation est-elle remplacée par une autre ressource fiscale? Et si oui, quel est le dynamisme de cette ressource fiscale? Parce qu'il y a des ressources fiscales qui sont plus ou moins dynamiques. Par exemple, il me semble que les régions, quand elles ont vu arriver en compensation d'une partie de la DGF des points de TVA, en étaient plutôt satisfaites, parce que les TVA, automatiquement, ça progresse plutôt bien d'une année sur l'autre, surtout en moment de conjoncture positive. Donc la question qui, dans 3 ans, va se poser, c'est par quoi la taxe d'habitation sera-t-elle remplacée? Et dans ce domaine, par rapport à des expériences antérieures, il y a eu une évolution qui n'est pas toute récente, qui est l'une des dernières modifications constitutionnelles, sauf erreur je peux me tromper, je n'ai pas la référence exacte sous les yeux, sauf erreur du temps du président Chirac et du Premier ministre Raffarin, l'article 72.2 de la Constitution qui explique que les collectivités doivent, que le plus dur, enfin je le cite de mémoire, qu'une part déterminante, le mot important est déterminant, des ressources des collectivités locales doit être produit par les recettes fiscales et les autres recettes propres. Les autres recettes propres, je ne sais pas très bien ce que c'est, le patrimonial sans doute, enfin j'imagine. Autant dire que au vu de ce texte constitutionnel, aucun gouvernement et aucune majorité n'est libre de remplacer un impôt le jour où il disparaîtra par une simple dotation d'État dont l'évolution, effectivement, ultérieurement, pourrait être soumise aux aléas budgétaires annuels. Donc, aucun sujet pendant 3 ans et une garantie assez sérieuse de niveau constitutionnel pour vous-même élu à partir de dans 3 ans. Donc, réellement, à la manière de ce qui a pu être dit à cette tribune, il n'y a pas de sujet de la taxe d'habitation. J'ajoute que la liberté, mais je crois que vous le savez désormais, puis que vous compreniez bien, je ne sous-estime pas l'information et je ne suis pas en train de donner un cours sur le sujet. Je vérifie que tous les degrés que tous les niveaux d'information sont à la même hauteur. C'est un seul but. Autre chose, d'ores et déjà, encore pour les années à venir, la faculté d'une collectivité, d'une commune, d'augmenter les taux reste complète et pas plus contrainte que dans les années précédentes. Simplement, il n'y a pas un droit de tirage infini sur la compensation de l'État, et si vous augmentez les taux, la différence, c'est le contribuable qui la paiera. Tous les contribuables, pas uniquement les 2 déciles, les 20% qui continuent à la payer. Simplement, une partie sera dégrevée, j'en reviens au vocabulaire dégrèvement qui, à mon avis, n'a pas été assez mis en valeur, le mot dégrèvement. Et puis le reste, si vous en décidez, si vos conseils en décident l'augmentation, c'est tous les contribuables qui le paieront. C'est un choix politique qui est tout à fait tenable, enfin qui dépend de vous, sur lequel je n'ai pas à me prononcer davantage. J'aurais scrupule à ne pas dire un mot sur l'énorme sujet soulevé par monsieur le conseiller régional maire d'Olioul. Les normes existent, elles évoluent, elles
sont coûteuses pour les collectivités territoriales. Il y a un truc qui marche pas mal, et j'aurais tendance à inviter ceux d'entre vous intéressés par le sujet à le consulter. On le trouve aisément sur Internet. C'est un conseil des normes, c'est le conseil des normes. Il y a bien depuis 2-3 ans, c'était naguère présidé par monsieur Alain Lambert, je ne sais, mais je crois que ce n'est plus lui depuis quelques mois. Voilà. Un conseil des normes dont l'avis est obligatoire chaque fois qu'une orientation gouvernementale, enfin en gros un règlement, peut augmenter les coûts pour les collectivités territoriales. La lecture du dernier rapport du Conseil des normes, celui qui est daté de 2016, sous la plume de M. Lambert, permet d'objectiver cette question des normes. J'aurais du mal à répondre à toutes les questions qui ont été abordées. Simplement, j'aurais également un scrupule considérable à ne pas aborder la question des déchets. Bon, c'est la question la plus grave à laquelle ce département est confronté, à mon sens. C'est une appréciation. C'est à peu près ce que j'ai dit quand j'ai réuni un certain nombre d'entre vous au mois de juin. Je m'étais engagé à refaire une réunion à l'automne, je vais la faire. Je m'étais engagé à solliciter le point de vue de l'autorité planificatrice contemporaine, à savoir le Conseil régional. Je l'ai fait. Je viens d'en obtenir une réponse dont je n'ai pas encore eu le temps, car c'est tout récent, de percevoir toute la substance, toute la finesse. Mais moi-même étant fatalement moins fin comme bureaucrate, il faut qu'on s'y mette à plusieurs. J'ai reçu tout un tas de lettres de tout un tas de gens. Ce qu'il y a, c'est comme le disait le président Vittel, il faut être intelligent et responsable. Alors, ceux qui sont intelligents ne sont pas ceux qui sont responsables, et ceux qui sont responsables ne sont pas ceux qui... Enfin bon, mais on va essayer de conjuguer les deux. Sujet sérieux, avec des décisions à prendre. Sujet sérieux. Bien. Je n'ai été que trop long. Un peu pénible, je sais, en revenant sur les questions financières. La République compte sur vous, fait beaucoup pour vous, vous faites beaucoup pour elle. Je vais limiter l'expansion lyrique de la fin des propos. Je ne vais pas vous inviter à vous tourner vers leur pas, parce que ce n'est pas moi qui l'offre, et je sais qu'on a en plus une phase intermédiaire d'hommage à plusieurs des élus. Croyez en tout cas à l'intérêt que j'ai pris à la présence parmi vous tout au long de cette intervention. Merci aussi d'avoir dit quelques mots sur les déchets. Nous serons présents effectivement à la prochaine réunion que vous prévoirez à la préfecture. Merci président Giraud, président Vittel, mon premier vice-président, le Christian Simon et bien sûr Yves Vernet. Oui, je vais. Alors, le président Simon, le maire de la Crau, qui nous reçoit dans sa charmante commune, a prévu pour chaque maire un petit présent que vous aurez à la sortie. On peut l'applaudir et le féliciter. Remercier ses services pour l'organisation de cette belle manifestation. Je remercie également mes services parce que malgré tout ce qu'a subi Evelyne, elle était présente. On peut, je crois, l'applaudir et la remercier. Avec les deux collaboratrices, Laurence et Julie. Merci pour elle également. Voilà, alors merci à vous tous d'avoir écouté ces propos et cette assemblée très riche ce matin. On a terminé, vous voyez, vers 13h, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, et nous allons remettre maintenant les Mariannes du civisme. C'est quelque chose qu'on a souhaité avec le président Jean-François Massuet. Cette opération citoyenne initiée depuis 2007 par la Fédération nationale des anciens maires et adjoints, en partenariat avec l'Association des maires, a pour objectif de contribuer et redonner toute sa force à la démocratie en éveillant la conscience civique, notamment chez les jeunes, et en incitant les électeurs à user de leurs droits et de leurs devoirs de citoyens au moment des consultations électorales. Donc, les lauréats vont être appelés par le président Massuet. Et particulièrement merci à mes collègues maires, à tout bien sûr l'équipe
de la préfecture, du conseil départemental, les parlementaires qui étaient tous présents cette année, on les remercie. Et ils ont pris, je crois, part à nos discussions intéressantes et ils feront remonter aussi les choses. Je crois qu'on aura l'occasion de travailler en parfaite coopération, vous le savez. C'est dans cet esprit, en tout cas, que les maires du Var vont dans cette voie. Merci à tous et à toutes et on va passer au repas après, mais d'abord, Jean-François Massuet, tu conclus cette opération avec beaucoup de plaisir. Merci Jean-Pierre. Et puis merci d'avoir invité l'association des anciens maires, dont une partie du bureau est ici. Voilà. Alors, trois petites choses. La première, c'est que malgré les apparences, et bien que je sois un ancien maire, je ne fais pas partie de ces 16% qui ont plus de 75 ans dans le Var. La deuxième chose, c'est que je voudrais remercier Jean-Pierre, Marc, qui vient de s'en aller, de toute l'amitié et du soutien qu'ils ont à l'égard de l'association et à mon égard aussi. Et merci à Philippe, que je verrai bientôt dans ce cadre. Alors, les communes ici, bon, on a des plaques et on a des diplômes. Si tu veux bien le remettre, je vais les appeler, celles qui sont présentes. Alors, en ce qui concerne, on va demander à la commune au maire de Draguignan de venir. Il n'est pas là. Il est parti, oui, il est là. Mais comment il est là? Ah, je l'avais vu tout à l'heure. Alors, le maire de Draguignan s'est distingué, du moins la commune, ses électeurs, puisqu'ils sont lauréats et pour les présidentielles et pour les législatives. Voilà, bravo. Allez, une bise. Continue. La Valette. Allez, la Valette du Var. La Valette du Var. Il y a le représentant, le premier adjoint. Le premier adjoint, vous êtes. Il était là. Je l'ai vu ce matin. Bon, moi aussi, je l'ai vu ce matin. Bon, on le met de côté. Présidentielle et législative. Ensuite, Romain, entre Casto, pour la deuxième fois. Il est là. Bravo. Allez, Romain. En ce qui concerne les présidentielles, lauréat, leader, champion. Super, ça fait plaisir. Belle chose. Restez là, ils feront la photo. Restez là. Allez Romain, bravo Romain. Merci, Président. Allez, appelez. Suivant, on continue. Alors, la commune de Lacadière. Lacadière d'Azur, il était là, je l'ai vu le maire. Monsieur René Jourdan. Et ils partent après, ils ont tort là. Ils ont peur. Bon, ben, on le mettra de côté, allez. Ensuite, Moissac-Bellevue. Ben, il était là. Il est là, Moissac-Bellevue, il est là. Allez. Jean. Législative. Allez Jean, regarde. Super. Hein. Elle est belle, hein. Bravo Jean. Allez-y. Bon, je vous félicite. Et enfin, Flayosk. Flayosk, il y a au moins Flayosk aussi. Flayosk. Je sais pas, monsieur le député. Le député de Flayosk n'est pas là. Il était à peine, il est là. Hop, il arrive en courant. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y en avait d'autres aussi? Oui, mais ils ne sont pas venus. Je n'ai pas dit. Non, elle avait dit. Parfait, va bien. Toujours conseiller municipal quand même. Hein. Ça remettait au maire. Tu remettais au maire, voilà. Avec plaisir, tiens. Voilà. Bravo, la bise. Merci. Parfait. Merci Jean-Pierre. Merci. Et puis, lisez ça avec intérêt, c'est bien écrit, c'est intéressant. Et je rappelle à tous les maires qui ne l'ont pas encore fait qu'une modeste cotisation de 120 € pour l'association est toujours la bienvenue. Merci. Merci. J'aurais dû te mettre avec les maires pour faire la photo.